Bonjour Madame la députée, est-ce que vous m'entendez correctement? Oui, vous. Très bien, on vous entend parfaitement. Bonjour Madame Youssoufa, vous êtes députée de la première circonscription de Mayotte. Tout d'abord, merci à vous pour votre venue. Merci pour votre invitation. C'était très important pour nous de vous recevoir un an après le cyclone de Chido pour faire le bilan avec vous de cette année et de ce qui s'est passé à Mayotte entre-temps ou ce qui ne s'est malheureusement pas passé potentiellement aussi. Tout d'abord, bon, question de Cristal qui est dans le chat. On vient de regarder un reportage de France 24 à l'instant qui nous présentait les écoles et je pense que un des sujets importants de Mayotte, c'est ses enfants. Est-ce que vous pouvez nous revenir un peu sur le sujet parce qu'on a entendu parler des écoles non reconstruites, des enfants qui ont école que 6 heures par semaine. La question c'est où est-ce qu'elle est la République un an après pour ces enfants à Mayotte? En fait, le problème des écoles était antérieur à Chido. Et peut-être que vous savez que dans la répartition des rôles des structures publiques, les écoles dépendent des communes et ne dépendent pas de l'État. Et donc, en fait, les communes, dans l'effort pour l'urgence et les secours, l'État a fait beaucoup porter sur les communes mahoraises qui sont structurellement déjà très fragiles parce que nous n'avons pas très peu d'impôts locaux. Et donc, parce que la structure de la population est très pauvre, peu de foyers mahorais sont fiscalisés et donc, pour les impôts locaux, les communes dépendent beaucoup des transferts de l'État. Et lorsqu'il y a eu le cyclone, l'État a demandé aux communes, de s'occuper du nettoyage, du déblaiement, alors que c'est des communes qui, à Mayotte, sont déjà pauvres et qui, ont dû faire face à des demandes de trésorerie colossales pour faire face aux premiers travaux de secours et d'urgence. Vraiment, je parle du déblaiement, du nettoyage de Mayotte, hein. On parle de centaines de tonnes de déchets et de débris qu'il a fallu et qu'il faut toujours évacuer parce qu'il en reste des dizaines. Et donc à ces communes, on leur a dit: «Vous allez aussi, faire cela en plus de la question des communes et des autres compétences qu'ont les communes». Et donc, quand on sait que 90 du bâti a été détruit ou endommagé par le cyclone, vous imaginez l'état des écoles. Donc, environ 80 d'entre elles ont été, détruites ou endommagées. Les communes ont mis les bâches, mais n'ont pas pu entamer les travaux de reconstruction. Et parce que, l'État n'a toujours pas décaissé le remboursement même des frais de, nettoyage et de secours que les communes ont engagés. Donc, il y avait un exemple, assez frappant du maire de Mamoudzou qui a parlé de plusieurs dizaines de millions d'euros qui ont été engagés pour le nettoyage de la capitale administrative de Mayotte, Mamoudzou, la plus grande commune de l'île. Et il n'a reçu à ce jour que 150 000 € de remboursement de ces frais qui se chiffrent en millions, remboursement de l'État. Donc vous imaginez qu'en fait, en trésorerie, pour ces communes, engager des frais qui sont importants pour la reconstruction des écoles, ça n'a pas été possible. Ce qui fait que, déjà, beaucoup de classes fonctionnent toujours sous des bâches. Et pour des questions de sécurité et de salubrité, dans certaines écoles, primaires, les enfants n'ont classe que, 2 heures par jour. Il y avait déjà des systèmes de rotation avant, c'est-à-dire qu'une salle de classe accueillait plusieurs classes, 3 heures le matin, 4 heures le matin, 4 heures l'après-midi, parce qu'il y avait pas assez de bâtiments. Et donc maintenant, ce système est encore plus sous pression et donc il y a des classes qui n'accueillent les élèves que, 2 heures par jour, pour une classe. Donc, ces élèves ont cours, 6 à 8 heures, par semaine pour le primaire, et selon le rectorat, ce ne serait qu'environ entre 10 et 20 des élèves, à Mayotte. Mais en fait, c'est de toute façon, un élève de trop, c'est inadmissible. Il faut comprendre que, les élèves à Mayotte sont passés par, suspension des cours parce qu'il y avait la crise de l'eau, suspension des cours parce que, il y a toujours régulièrement des problèmes de sécurité qui nécessitent l'évacuation des bâtiments, scolaires. C'est, 1 fois par jour au moins sur l'île, au moins 1 fois par jour sur l'île, donc pour les élèves, c'est pas des scolarités normales. Donc il y a beaucoup d'enfants qui sont partis, qui ont été, évacués par leurs parents pour aller être scolarisés en métropole ou à La Réunion, ce qui n'a pas été sans difficulté
Malgré l'obligation de scolarisation, beaucoup de mères réunionnais ont refusé, d'inscrire les enfants qui arrivaient de Mayotte, estimant qu'ils n'avaient pas les conditions adéquates pour les accueillir et sinon des enfants, sont partis dans leur parentèle dans l'Hexagone pour, continuer la scolarité. C'est un déchirement de plus pour les enfants mahorais parce qu'en fait, ils ont dû quitter leurs parents, aller au milieu de l'année dans de nouvelles classes et s'adapter à la vie, dans l'Hexagone ou à La Réunion qui est très différente de celle qu'ils ont connue à Mayotte et c'est des petits. Oui. On parle tous de mineurs, hein, on parle d'enfants, les plus jeunes, en fait, les familles ont décidé que la mère partait avec les enfants, s'installait à La Réunion ou dans l'Hexagone et pour, ceux qui, à partir de 13 14 ans, les parents les ont envoyés, souvent seuls. Donc c'est des situations familiales très compliquées de célibat géographique ou d'isolement qui sont, vraiment particulières. Et au niveau du coup de tout ce qui relève des professeurs, il y a aussi eu du coup un départ de ces professeurs vers le continent ou vers la Réunion, ou les Oui, professeurs sont toujours à oui, oui. Mayotte? Non, non, il y a eu, un départ massif, des enseignants, on estime que, environ, 25 à 30 sont partis. Avant de leur jeter la pierre, je voudrais quand même que les uns et les autres comprennent. Ce sont des personnes qui sont, principalement métropolitaines, qui sont, installées à Mayotte, pour des contrats de, 2 ans, 4 ans, qui n'ont aucun soutien familial et qui se sont retrouvées dans une situation avec le cyclone où il y a le traumatisme du cyclone, où elles ont tout perdu et ils n'ont pas de structure autour d'eux pour les aider, les assister. Donc en fait, la logique, c'est qu'ils retournent, dans l'Hexagone, dans leur famille, quelles que soient, les conséquences que ça a pu avoir pour Mayotte. Parce qu'évidemment que ça a fragilisé notre système d'éducation qui était déjà très fragile. Celles et ceux qui sont restés parmi les enseignants, l'ont fait, dans des circonstances, vraiment, épiques, hein. Il y a beaucoup d'enseignants qui, pendant la période du cyclone jusqu'à la rentrée, ont quand même transformé les écoles et les établissements scolaires en lieux d'abri qui ont accueilli, des personnes qui avaient perdu leur logement, et ensuite qui ont, remis en état parce qu'il y avait pas les aides, publiques. C'est des enseignants qui ont souvent, réparé, en catastrophe avec les chefs d'établissement pour, pouvoir, préparer la rentrée. Donc oui, il y a eu des enseignants qui sont, partis, mais dans des circonstances extrêmement graves. Ils ont bénéficié du pont aérien et ils sont partis en priorité. Heu leur départ, en fait, c'était aussi dans des circonstances où il y avait pas d'eau, pas d'électricité, des difficultés à s'alimenter, d'évacuer les personnes qui ne pouvaient pas rester. Il s'agit pas de jeter la pierre sur une profession en particulier. Mais c'est un déficit structurel en fonctionnaires, en enseignants, en infirmiers, en policiers, en hauts fonctionnaires dont souffre Mayotte parce que la plupart de ces travailleurs, du secteur public viennent de l'Hexagone ou de La Réunion et en fait sont très dépendants des conditions d'accueil, quand, ils ont tout perdu pendant le cyclone, ils sont partis, oui. Et ben, j'ai une question d'ailleurs qui rebondit là-dessus. Est-ce qu'on a actuellement, euh, de manière plus générale, aussi un déficit au sein des collectivités, même pour les procédures de reconstruction ou autres, de ce personnel de la fonction publique ou même de fonction opérationnelle sur le terrain? En fait, comment dire? La fragilité des collectivités locales à Mayotte est connue. Le terme, quand on voit souvent, les ministres qui passent, c'est de parler d'un manque d'ingénierie. Moi, c'est un discours avec lequel j'ai beaucoup de mal parce que, l'État a inventé le mandarinat. La fonction publique, c'est justement de dire: «La République est présente partout et dans les territoires où il y a des difficultés, où il y a moins de personnel public, on en envoie». En fait, c'est quand même ça la fonction publique, c'est de dire que nous sommes égaux au sein de la République et qu'on se déploie partout et que, on n'a jamais entendu: «Il n'y a pas assez de Bretons, fonctionnaires, donc la Bretagne est en difficulté parce qu'il n'y a pas assez de Bretons fonctionnaires». C'est complètement incohérent, avec notre logique d'une République une et indivisible qui est complètement normalement aveugle à l'origine, géographique des fonctionnaires. Donc en fait, ce qui se passe, par exemple, pour l'enseignement, si on revient sur la question, on est à Mayotte à environ 70 de contractuels.
D'accord. La proportion dans l'Hexagone, c'est environ entre 20 et 30 dépendamment des zones. Voyez? Donc, on se retrouve avec un recul, des fonctionnaires et des hauts fonctionnaires et donc dans les collectivités locales, l'ingénierie dont vous parlez, en fait, quand j'ai évoqué un peu plus tôt le fait que structurellement elles sont pauvres, ce sont, des collectivités qui ont du mal à recruter parce que c'est cher de faire, venir, des personnes qualifiées. Mais, je voudrais aussi dire que le cyclone a déclenché une vague de solidarité immense dont vous avez fait partie, qui a fait qu'il y a beaucoup de fonctionnaires qui sont venus pendant leurs, vacances pour aider, les collectivités, la préfecture, tous les services de l'État pour, porter secours, mais en fait qui sont restés pendant de très, très longues semaines, hein, entre 6 semaines et 2, 3, 4 mois et certains ont demandé en fait à revenir et donc il y a aussi des personnes qui ne connaissaient pas Mayotte, qui sont venues pendant la période, d'urgence et qui, ont souhaité revenir pour s'installer. Il y a des fonctionnaires qui ont vu, comme vous les reportages et qui se sont dit: «C'est notre place de venir aider» et donc il y a eu un pas un engouement, mais il y a eu une énorme mobilisation au niveau de la fonction publique pour envoyer, des soignants, des enseignants, beaucoup de personnel de sécurité pour, les policiers et les gendarmes qui ont jamais eu autant de candidatures pour venir à Mayotte et donc ça permet aussi de compenser le départ qui a été provoqué par le cyclone et ça renouvelle. Le problème que ça pose pour le fonctionnement de Mayotte, c'est en fait une perte de la mémoire institutionnelle. Personnes qui partent, elles connaissaient l'île, elles s'étaient adaptées, elles avaient compris comment et donc là, on recommence à zéro. C'est très dur pour le territoire parce que à chaque fois qu'il faut que les personnes s'acclimatent, comprennent qui est quoi, pourquoi, c'est une prise de fonction comme ailleurs. Donc c'est un peu plus lent et difficile et ça ralentit, l'effort qu'on doit engager pour, c'est pas on n'est toujours pas dans la reconstruction, hein, donc c'est vraiment l'effort pour, tenir. Et justement, pour revenir sur les écoles, est-ce que vous avez une idée, d'un point de vue prévisionnel, de est-ce qu'on arrivera à revenir à une situation pré-Shido? Et si oui, dans combien de temps? Ou est-ce que actuellement, au vu de comment c'est perçu, il va quand même y avoir une dégradation de l'offre qui était proposée sur Mayotte? L'ambition de Mayotte n'est pas de revenir à Mayotte avant Chido, hein, parce que Mayotte avant Chido, c'était quand même pas formidable. Nous, ce qu'on a toujours dit, et la population en est convaincue aussi, c'est de dire Chido est un drame, mais Chido doit nous avoir permis de construire Mayotte normalement et de dépasser les handicaps structurels que nous avions. Et ce qui nous enrage, ce qui nous désespère, c'est de voir qu'on a déjà perdu 1 an sur la reconstruction. Il n'y a pas eu de reconstruction depuis 1 an. Il y a eu des réparations d'urgence, c'est quand même le minimum, mais il n'y a pas eu de reconstruction tout court. Et nous, on dit, moi j'écris reconstruction avec RE entre parenthèses et construction, puisque Mayotte avait un gros déficit structurel avant. Le problème, c'est que d'avoir perdu 1 an sur le planning de construction de Mayotte, on a déjà 12 mois dans la vue. Avec l'absence de budget maintenant, on va avoir au moins entre 1 mois à 3, 4 mois de retard pour que le budget 2026 sur lequel j'avais négocié 1 milliard de budget pour la reconstruction de Mayotte, ça s'est décalé. Donc on va perdre, à mon avis encore, 12, on aura perdu au total entre 15 et 18 mois. Vous voyez? Donc et c'est très long, hein, c'est interminable pour un territoire, de perdre autant de temps. Revenir à la normale, mais la normale nationale, ça veut dire venir à la normale pour Mayotte, je pense que ça nous prendra entre, 3 et 5 ans. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup à faire, beaucoup, beaucoup à faire et puis la machine démographique ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'on continue à avoir des arrivées de migrants, environ, une centaine de migrants qui arrivent d'Afrique, des demandeurs d'asile, chaque mois, plus, les migrants qui arrivent des Comores, eux, quotidiennement, une trentaine par jour, qui arrivent, qui accostent. Plus les naissances, 80 des naissances à Mayotte, ce sont des parturientes, étrangères. En fait, nous, on est face à une explosion démographique qui n'a pas ralenti avec le cyclone ou en tout cas marginalement, et pas assez pour, changer, ce qui est le plus gros handicap de Mayotte, c'est-à-dire, une démographie qui n'est pas la nôtre, qui est une démographie extérieure, mais qui, pèse sur, toutes nos infrastructures publiques. Donc là, on avait demandé pendant le cyclone, pardon, on avait demandé à ce que,
l'État ferme les frontières, il n'a pas souhaité le faire. Donc, en fait, on se retrouve avec, encore plus de migrants qu'avant, les camps qui ont poussé comme des champignons, plus les bidonvilles et donc une pression, toujours plus forte sur, nos installations publiques, que ce soit les écoles ou l'hôpital. Donc, les dispensaires aussi. Donc, on n'est pas dans une situation où on a la moindre maîtrise de la situation et les projections qu'on peut faire, voilà, me laissent pas penser qu'entre le temps qu'on a perdu et la lenteur avec laquelle on avance, je ne pense pas qu'on aille beaucoup plus vite. Et justement, je rebondis là-dessus sur la question budgétaire parce que juste avant, Oui. on a revu les déclarations de Lecornu et Macron le 14 décembre. Lecornu précisait que donc la loi de programmation pour Mayotte fixait le cadre, l'engagement pour 4 milliards d'ici 2031, dont 674 millions en 2026. Est-ce qu'il y a des inquiétudes vis-à-vis de ça, vis-à-vis qu'il puisse potentiellement y avoir un rabot parce que c'était censé être dans le budget de l'État et donc en cours d'examen? Est-ce qu'il y a une inquiétude que là où on coupe des dépenses ou autre, Mayotte puisse en faire partie? Est-ce que vous avez ces Alors, inquiétudes sur non, 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 place? non. Comment dire, je sais pas dans les déclarations que vous avez de quand date, cette déclaration, mais, le Premier ministre et la ministre de l'Outre-mer ont quand même, fait les totaux. Au final, ça fait des semaines qu'on a négocié, on arrivait à 1 milliard dans D'accord, ce budget 2026 pour Mayotte, parce que moi, les 600 millions dont vous parlez, c'était l'enveloppe initiale et j'ai dit qu'on ne pouvait pas continuer à faire des économies sur Mayotte. L'État a déjà fait avec Manuel Valls et Bayrou 1 an d'économie, sur Mayotte et on ne pouvait pas continuer. On a déjà perdu 12 mois, donc on ne va pas m'expliquer qu'en 2026 on continue à y aller, petit à petit, enfin, le petit du petit du petit, au final, c'est pas grand-chose, hein. Donc, nous, Mayotte, on ne peut plus entendre ce discours-là, qu'on a déjà perdu trop de temps et donc on avait fait augmenter l'enveloppe avec un PITE qui est, une enveloppe unique budgétaire pour la reconstruction. Donc en fait, qui sanctuarise les fonds dédiés à Mayotte pour la reconstruction. Donc c'était beaucoup de travail, hein, d'accord, de ma part avec, mon équipe pour, négocier avec, le gouvernement et on avait augmenté cette facture pour cette ligne budgétaire pour Mayotte pour sanctuariser ces fonds et arriver à 1 milliard pour 2026 de crédits de paiement, 600, millions et de crédits d'engagement. Alors c'est des termes, précis, c'est-à-dire que les crédits de paiement, c'est décaissable immédiatement avec le PITE, c'est-à-dire que ce sont des fonds fongibles. S'il y a un projet qui est opérationnel, on y va. C'est pas un mode de fonctionnement habituel parce que normalement, en fait, chaque ministère a son enveloppe et puis dedans, il y a une sous-enveloppe, qui serait pour Mayotte. d'accord. Et donc, vous imaginez que dans le jeu des écritures, ben, un ministère va ralentir certains dossiers, pousser d'autres, et donc ça fragilise un petit peu la réalité de l'argent disponible pour le territoire. Donc, on avait beaucoup travaillé là-dessus, et moi, ce sera ma bataille en janvier. J'en ai déjà parlé avec le gouvernement, de dire, voilà, sur le prochain budget, il faut absolument sanctuariser ce milliard. Si le gouvernement, Lecornu est maintenu, si le Premier ministre est maintenu, je l'imagine mal revenir sur ses engagements qui ont été pris aussi vis-à-vis de mon groupe parlementaire, et devant la représentation nationale. La ministre est venue à Mayotte la semaine dernière et a expliqué, ses choix, budgétaires, les a défendus à Mayotte. Ce serait difficile pour eux de revenir. Par contre, si on change de Premier ministre, effectivement, pour Mayotte, ça veut dire repartir, mais pas que pour notre territoire, hein, pour tout le pays, repartir de zéro sur, une feuille, budgétaire. Donc là, c'est beaucoup plus long, et beaucoup plus périlleux. Ça veut dire qu'on partirait à nouveau avec, quelque chose de plus maigre. Oui, alors je précise, les chiffres que j'ai eus, c'était donc pour l'investissement en 2026 et c'était un tweet de Le Cornu qui datait du 14 décembre de cette année, hein. Donc c'était il y a un peu plus d'une semaine, voilà. Juste pour la précision d'où je tenais le chiffre. Alors, pour, euh, pour revenir un peu, on va dire, aux besoins de subsistance des Mahorais de manière générale, aujourd'hui, est-ce que l'île entière enfin, l'île n'avait pas déjà accès entièrement à l'eau et à l'électricité, mais est-ce que la proportion est revenue un peu à la normale, entre guillemets, ou est-ce qu'on a toujours des grosses difficultés d'accès à l'eau et à l'électricité? Non, alors en fait, je voudrais juste quand même expliciter parce que ces Oui, statistiques, elles sont un peu vagues. Les personnes qui n'ont pas l'eau et pas l'électricité, c'est les personnes qui vivent dans les bidonvilles. Les bidonvilles, c'est des zones qui sont occupées illégalement, en fait. Donc, quand les uns et les autres sont en train de dire il faut absolument raccorder
mettre de l'eau courante et de l'électricité dans des terrains qui sont occupés illégalement, qui sont disputés en justice, et sur lesquels l'État essaye d'évacuer, les personnes, les occupants illégaux, en fait, c'est un moyen de dire: «Il faut les régulariser». Donc, c'est pour ça que cette question de raccordement, elle est pas du tout neutre politiquement. Elle est de dire, le droit à l'eau et à l'électricité passerait avant la légalité du droit de propriété, qui est un droit constitutionnel quand même, je le rappelle, c'est un droit fondamental. En fait, ça validerait l'occupation illégale dans les bidonvilles. Donc, c'est de ça dont on parle quand on dit une partie de la population, et en fait elle est pas mahoraise, elle est majoritairement étrangère, n'est pas raccordée à l'eau et à l'électricité. Ce qui a été coupé pendant le cyclone, ça a été la production en eau potable et la production électrique, et ça, c'est revenu à la normale, dans les semaines qui ont suivi, avec des zones où il y a eu beaucoup plus de difficultés. Par contre, ce que vous soulevez, indirectement, c'est qu'effectivement, en fait, nous, on avait dénoncé depuis des années les bidonvilles en disant à l'État: «Attention, parce que vous prenez une responsabilité énorme, au-delà de la question de la légalité, de l'illégalité, de de l'occupation de ces terres qui ont des propriétaires privés et publics, hem, en fait, vous prenez la responsabilité de la sécurité des personnes qui habitent dans ces bidonvilles en laissant prospérer les bidonvilles». L'État a laissé faire. Il y a eu le cyclone et ces bidonvilles sont devenus des cimetières, puisque c'est là où se concentre la majorité des victimes connues. Alors qu'on sait très bien qu'il y a eu beaucoup plus Et, de morts que le bilan officiel. d'ailleurs, Parce que je me permets de rebondir là-dessus très brièvement sur le bilan oui, des morts, parce que c'est vrai qu'au moment du cyclone, on entendait des chiffres vraiment inimaginables. On a eu le chiffre final de 40 morts officiels. mmh. On est d'accord que c'est bien en deçà de la C'est bien en réalité. deçà parce que en fait, les morts officiels, qu'est-ce que c'est? Les morts officiels, c'est ceux qui sont allés se recenser à la mairie ou à l'hôpital. Oui. Bon, alors, je voudrais juste que les gens comprennent. Dans une période où les mairies étaient toutes détruites et l'hôpital était détruit, et où, si vous arriviez à vous déplacer pour aller à l'hôpital, c'était certainement pas pour aller recenser vos morts, c'est parce que vous étiez vous-même dans une situation où les routes étaient coupées, et cetera. Pour accéder à des médecins, c'était la croix et la bannière, c'est pas pour aller recenser les morts. C'était pour, vous soigner pour des urgences vitales, de un. De 2, les services municipaux étaient tous déployés sur, l'urgence, déblayer et cetera. Il y avait personne dans les bureaux, et la tradition locale d'une population qui est très largement Hmm, musulmane, c'est l'enterrement immédiat, la mise en sépulture immédiate. Surtout parce qu'il y avait pas d'eau, donc on ne gardait pas les corps. bien Les sûr. corps étaient enterrés immédiatement. Donc, que les uns et les autres, veuillent se raconter des histoires parce que un bilan qui est beaucoup plus lourd pose des questions beaucoup plus graves de responsabilité légale. Évidemment, personne ne souhaite avoir un bilan qui soit plus lourd parce que se poseraient des questions de responsabilité qui seraient extrêmement graves. Comment est-ce qu'on a laissé prospérer des bidonvilles? Qui sont des zones connues, dangereuses, insalubres, où les personnes qui y habitent sont en danger. Cette question se posait avant Chido, elle se pose avec encore plus d'acuité maintenant, puisqu'il y a encore plus de bidonvilles qu'avant. Non pas comme certains voudraient le laisser entendre, parce que les personnes ont perdu leur bâtiment, leur maison et sont allées dans les bidonvilles, c'est pas ça. C'est que les personnes qui étaient dans les bidonvilles ont, comment dire, profité de la déforestation provoquée par Chido pour étaler les bidonvilles. Elles sont allées construire pour étendre les bidonvilles, et comme les autorités n'ont pas protesté, et que les migrants continuent à arriver, on a des bidonvilles encore plus importants qu'avant. C'est une honte. C'est scandaleux d'avoir laissé prospérer ça. Moi, je ne peux pas vous dire à quel point c'est rageant. D'abord parce que, c'est laisser prospérer l'illégalité, mais en plus, c'est, prendre un risque énorme sur la sécurité de ces gens dans les bidonvilles, alors qu'on sort d'une tragédie. Et est-ce qu'on a un bilan, enfin, est-ce que vous avez des estimations sur Mayotte, sur place, par rapport d'ailleurs à ce nombre de personnes qui a jamais été Non, comptabilisé? non, Non. non. On ne se hasarde pas à ça parce que, comment dire? En fait, l'île, après le cyclone, dans les semaines qui ont suivi, c'était vraiment replié village sur village. Hmm. Il y avait très peu de communication parce que, et puis le traumatisme était tellement important, hem, chacun était quand même sur sa survie immédiate.
Je sais que ça peut paraître, fou de dire ça, mais effectivement, la question des morts n'était pas prioritaire, la question des vivants était prioritaire, Mmh. des survivants, de sauver. Et je pense que on réalise peu à quel point, l'État a été endommagé pendant le cyclone. C'est-à-dire que le cyclone a détruit, la préfecture, l'hôpital, la gendarmerie, l'armée, les bâtiments de l'armée, le hangar de la Croix-Rouge qui abritait tout le matériel de secours a été détruit. Donc en fait, l'État, dans sa structure la plus pure, a été atteint par le cyclone et n'a pas pu répondre, hem, de manière, maximale, immédiate aux besoins. C'est pas du tout une mise en cause que je dis. C'est en fait admettre que l'État a lui-même été atteint, donc on ne peut pas attendre autant de l'État. Et les renforts sont arrivés très vite puisque, comment dire? Le ministre de l'intérieur est arrivé dès le lendemain à Mayotte avec, des équipements. Il y a eu tout un pont aérien qui a été mis en place à partir de La Réunion et le chef de l'État est arrivé, le cyclone était le samedi. Le jeudi matin, le chef de l'État est arrivé avec une noria d'avion avec, du personnel, des militaires et du matériel. Donc, comment dire? Je dis ça, en étant, pas du tout macroniste, en n'ayant pas soutenu le président, mais je ne suis pas ingrate. Moi, je sais dans l'Hexagone, ce qui a été retenu, c'est, sa sortie, sur, «Vous êtes content d'être français», c'est pas, les 36 heures qu'il a passées à Mayotte. 36 heures qu'il a passées à Mayotte, alors qu'à Paris, tout le monde était en train de se battre pour son petit pa marocain de ministre et que moi, je n'avais personne au téléphone. Il y avait pas d'exécutif parce qu'il y avait plus de gouvernement quand, il y a eu, le cyclone Chido. C'est le chef de l'État qui est venu avec d'ailleurs, le ministre Lecornu, qui était le ministre des Armées à l'époque et ils ont déployé ce qui restait de l'ossature de l'État pour, pouvoir lancer l'effort et venir, en aide et ça a été, massif. C'est-à-dire que faire venir, des électriciens, c'est pour moi, d'abord, c'est le cauchemar de tout élu, ce que j'ai pu vivre, de voir, son territoire aussi atteint. C'est, traumatisant, mais c'est, l'impuissance publique. C'est extrêmement dur parce qu'on a souffert de notre insularité, de notre éloignement, de notre vulnérabilité structurelle. Donc pour tout déplacer, c'est très lent. Pour tout mobiliser, c'est très lent. C'est pas mettre en cause les uns et les autres, mais il y a aussi eu un élan et une mobilisation qui est extraordinaire au sens propre. Il y a quand même des personnes qui ont lâché leur Noël en famille pour venir en aide à Mayotte. Moi, je ne l'oublie pas. Mayotte marque marginalement Noël parce que la population est musulmane, mais on sait très bien que, comment dire? Ces fêtes de fin d'année sont des moments où, des électriciens, des pompiers, des militaires ont tout lâché pour venir, à notre secours et ça, c'est quand même, extraordinaire, de il y a un gendarme qui a perdu la vie, qui était, un quinquagénaire qui a perdu la vie à cause de la chaleur et de la brutalité de l'effort en essayant d'aller, porter secours dans les bidonvilles. C'est-à-dire que les conditions étaient telles, où il y avait, quand même, peu d'eau, les personnes sont restées pendant des semaines, sur des camps, des lits de camp parce qu'il y avait plus de logement, pour nous aider. Donc, oui, on peut jeter la pierre, on peut aussi, regarder, ce qui a fonctionné et moi je à l'impossible, nul n'est tenu. Mayotte, c'est une île, elle fait 375 km². Vous pouvez pas transformer l'île en immense hangar pour prévoir un potentiel cyclone. Vous avez Bien sûr. des du matériel qui est, en quantité restreinte et après vous devez compter sur, l'aide, de l'extérieur et donc ça prend du temps à être acheminé, à être mis en œuvre et on peut considérer que, dans les contraintes qui ont été les nôtres, l'État a fait, au maximum. Est-ce que c'est satisfaisant? Est-ce que c'est audible pour la population ou pour, les observateurs? Je pense que tout est perfectible. Mais il y a eu des gros efforts quand même et ça aurait pu effectivement être, bien, bien pire. C'est vrai aussi, même si, pour moi, par exemple, je considère que d'avoir refusé l'aide internationale est une erreur. Nous aurions pu avoir de l'aide, qui arrivait de zones géographiques beaucoup plus proches, qui nous aurait été très utile. Les pays du Golfe avaient proposé de l'aide, et Paris a refusé. Je pense que c'est une erreur. Je pense que,
Il y a dans la méthodologie beaucoup à apprendre et que, compte tenu des risques climatiques et du fait que les territoires ultramarins sont très vulnérables, on doit tirer de la catastrophe de Chido beaucoup plus d'enseignements. C'est pas simplement de dire structurellement l'île est fragile et éloignée, il y a des forces publiques qui ont été atteintes. C'est aussi de dire comment est-ce qu'on déploie les secours avec nos contraintes géographiques parce que Mayotte est à 9 heures d'avion de l'Hexagone, de Paris. Imaginez quand même que pour, la Guyane, c'est beaucoup plus loin ou encore les territoires qui sont, dans le Pacifique, pour aller se déployer, c'est beaucoup plus long. Donc, comment est-ce que, Paris envisage les secours dans des zones, qui sont, plus éloignées? La Réunion, c'est, 12 heures d'avion. Oui. Vous voyez? Donc, et c'est des zones habitées avec des Français où la République doit pouvoir, porter secours. Comment est-ce qu'on envisage notre travail, avec, les alliés, les partenaires? Est-ce qu'on considère que c'est une question de souveraineté, quitte à mettre en danger, ses propres ressortissants, de refuser l'aide internationale? Vous voyez, moi, je trouve que c'est un orgueil mal placé, par exemple. Mais ça doit faire l'objet d'un débat public. Et pour la protection sur place, par exemple, est-ce que, question dans le chat, pas de hangar, oui, mais des vrais lieux de sauvegarde pour la population, comme question, avons-nous, suite à Chido, prévu de vrais lieux de sauvegarde de protection en cas de nouveau cyclone? Les lieux de sauvegarde et de protection, c'était les écoles, en fait, et elles ont elles-mêmes été détruites. C'est ça, une partie de la population qui avait été appelée à se mettre à l'abri. Les gens des bidonvilles n'ont pas, fait confiance aux autorités et sont restés dans les bidonvilles. Elles avaient peur des autorités, elles, ne croyaient pas à la véracité des appels d'urgence, et c'est ce qui a expliqué aussi que des personnes, par exemple, sont déplacées pendant le cyclone. Quand elles ont pris conscience de ce qui se passait, des personnes qui se sont mises en danger, qui sont allées, s'abriter. Donc, le sujet, et alors, ces bâtiments eux-mêmes étaient détruits. Le sujet de ces îlots de sauvegarde ou quoi, c'est est-ce qu'on garde les stocks, d'eau, de matériel, en fait, en cas de catastrophe? Comment est-ce qu'on nourrit? Mais en fait, c'est extrêmement coûteux et ça met en question notre politique publique par rapport à la préparation aux catastrophes. Dans l'Hexagone, comme on a une réflexion qui est très centralisée, vous ne coupez pas vos chaînes d'approvisionnement. Si une zone est, atteinte, à part peut-être pour, la Corse, vous n'avez pas de moyens maritimes à mettre en œuvre pour aller porter secours. Vous aurez toujours, les routes, vous allez pouvoir faire un pont aérien, ce sera quand même beaucoup plus simple. Pour les territoires insulaires, c'est vraiment très différent, et c'est ça qui doit, engager la réflexion. Quand vous avez un espace qui est contraint, une île, elle fait 375 km² pour Mayotte, elle en fait pas 1 kilomètre de plus. Cet espace peut pas être consommé par, du stockage, qui est périssable par définition. Donc, comment est-ce qu'on opère ces choix? C'est ça qui doit être pour moi l'objet d'un débat public. Est-ce qu'on est prêt à consentir cette dépense, de faire des stocks, sachant qu'il y a 4 chances sur 5 qu'ils ne soient pas utilisés, qu'ils soient jetés, alors qu'on est en période de disette budgétaire, mais aussi, que, mes collectivités locales, parce que ce ne serait pas l'État qui paierait, ce seraient les collectivités locales, n'ont pas les moyens. C'est ça la question qui est posée. Le dilemme, c'est de se dire, le rapport coût-bénéfice, est-ce qu'on prend ce risque? Jusqu'à présent, le risque a été pris. Je pense quand même que, la difficulté dans laquelle, s'est retrouvée Mayotte doit interroger. C'est ça que je D'accord. considère. Je pense qu'il faut se poser la question, est-ce qu'il ne nous faut pas un stock minimum? Peut-être pas un stock massif, mais un stock minimum. Est-ce que cet investissement, se justifie? Est-ce que, comment dire, ça doit justement, pour les communautés, les plus pauvres, être pris, en charge par l'État? Comment est-ce qu'on y réfléchit? Ça, c'est des questions politiques au sens propre. Et alors là, du coup, sur la question de la reconstruction aussi, et en soi un peu des abris, parce que pour certains, l'abri pouvait aussi être le domicile en fonction du type de construction. Quelles sont les solutions pour résoudre l'augmentation du coût de la vie, celle de la reconstruction suite à Chido? Question de chauffant. Par exemple, le prix de la tôle de métal qui a augmenté de 40%. Bon, évidemment, les tôles de métal beaucoup été utilisées sur les toits temporairement, mais aussi pour la construction des bidonvilles. Est-ce qu'il y a des leviers à activer sur ces thématiques? En fait, on est sur une problématique pour le coup, bon, Mayotte, un panier moyen alimentaire, c'est, 75 plus cher que l'Hexagone pour le même panier, alimentaire.
Donc déjà, on est sur une cherté de la vie à Mayotte qui est dingue. On paye, extrêmement cher même par rapport à La Réunion, c'est beaucoup plus cher on a déjà un coût de la vie parce que nos routes, maritimes, c'est un très petit marché. Il y a eu, une disparition des transports maritimes qui fait qu'on est, avec un transport qui est cher. Parce qu'il y a pas beaucoup de ressources au niveau des impôts, le conseil départemental qui collecte l'octroi de mer qui est, l'équivalent de la TVA, et qui finance les communes. L'octroi de mer, est important et ça renchérit le coût des importations, à Mayotte. Tout ce qu'on consomme, quasiment tout ce qu'on consomme est importé, hein, à Mayotte. Donc on a l'octroi de mer, structurellement, qui rajoute des coûts, plus les coûts de transport, donc c'est cher là-dessus, on a eu, comme le reste, du monde, la hausse des coûts avec, la guerre en Ukraine. Et là, notre énorme préoccupation, c'est, une taxe sur, les matériaux de construction et une taxe carbone qui a été imposée au niveau, européen et qui va faire, monter les coûts pour, les prix des matériaux de construction de 25 au 1er janvier. Moi, j'ai soulevé ça avec le gouvernement, j'attends toujours une réponse. Je suis pas sûre qu'ils aient percuté, à Paris sur ce que ça signifie pour les territoires ultramarins et surtout pour, la facture de la reconstruction de Mayotte. Parce que 25 sur, le ciment, et tout le reste, autant vous dire qu'on va le sentir passer, pour l'acier. On n'a pas trouvé les leviers parce qu'en fait, la structure, financière, et fiscale à Mayotte, elle est pas saine et sauf à ce que, Paris décide de compenser, on ne trouvera pas et dans la période budgétaire que vous connaissez, en fait, il est pas du tout, audible à Paris d'obtenir le moindre rabais. Après, vous savez, je pense que soit on opère un contrôle des prix et ça a été, possible, quand, la puissance publique observe trop de spéculation ou des hausses qui ne sont pas justifiées. Mais on sait aussi que par rapport, à Bercy, il y a une espèce de logique politique qui est de dire le contrôle de prix, ce n'est que des communistes, crypto, je sais pas quoi, soviétiques, ce n'est pas audible dans une logique de marché, le marché s'autorégule et cetera. Ils ne veulent pas entendre parler de ce type de mesures. Sans que ce soit, politicien, sans que ce soit populiste, sans que ce soit, une distorsion du marché, ne pas comprendre qu'un marché insulaire est quand même propice à des pratiques monopolistiques, à des pratiques d'entente, à des pratiques qui, vont complètement contre la logique normale d'un marché qui est beaucoup plus grand, ça induit qu'il faut des mesures particulières quand même. Mmh. Moi, je pense qu'il faut sortir de cette espèce d'ultra-orthodoxie, assez, raide et rigide et qui prend pas du tout en compte les réalités, d'un tout petit, marché qui est, très éloigné des grandes routes commerciales et où, à ce jour, par exemple, un pack d'eau est toujours, entre 10 et 12 € à Mayotte, Ouais. tout à fait normal, le et personne ne bronche. Enfin, Et je veux dire, je dis ça, c'est-à-dire à Paris, quand je dis ça: «Ah bon? Ah bon?» Les grands yeux et puis moi, je voudrais qu'on dépasse, l'étonnement et la sidération et puis qu'on agisse. Et la puissance publique par rapport à ça est très réticente et ça, c'est vraiment idéologique à le faire. Or, je considère que pour la reconstruction, si on a décidé qu'on mettait, un surcoût de 25 auquel on consent au niveau de la puissance publique, de dire: «C'est normal parce que le marché nous coûte 25 de plus», avec des deniers publics, parce que pour la reconstruction, ce seront des deniers publics, faut quand même, assumer. Vous oui. voyez, moi, je porterai la bataille, à l'Assemblée. Va falloir m'expliquer, comment on trouve, normal d'engraisser, quelques importateurs, tout un écosystème malsain, au détriment, du consommateur, qui est aussi un contribuable, qui est un citoyen, qui fait face à un surcoût qui n'est pas, explicable ni expliqué et comment est-ce que, le denier public peut, encaisser un surcoût de 25 soit on augmente l'enveloppe de 25 soit, on réduit de 25 l'effort de la reconstruction à Mayotte, de facto. Si on n'augmente pas, le budget de la reconstruction de 25 on va diminuer, amputer la reconstruction de 25 parce que, idéologiquement, on refuse d'agir sur, les monopoles ou en tout cas
d'utiliser les leviers qui sont à notre disposition quand on voit une, spéculation, une hausse de prix folle. La question des tôles, vous disiez que c'est, pour les abris d'urgence, c'est pas, ou pour les bidonvilles, c'est pas le cas. Dans l'Hexagone, vous avez des tuiles. À Mayotte, sur les toits, soit ce sont des toits qui sont en béton avec des toits plats, Oui. soit ce sont des toits en tôle, hein, qui sont, la norme, en fait, pour les bâtiments. Et donc, après, ce qui pose question, c'est la qualité des tôles. C'est est-ce qu'on prend les tôles renforcées, donc qui résistent aux cyclones, avec des toitures et des méthodes de reconstruction qui soient plus performantes et qui résistent, au vent, mieux, qui ne laissent pas de prise au vent, justement. On ferme, en fait, le toit hermétiquement, et avec, de la tôle renforcée, qui est beaucoup plus solide. Donc, là, il y a quand même, un moyen de contrôler, la qualité de ce qu'on reconstruit à Mayotte. Mais effectivement, moi, je suis très inquiète sur, les moyens financiers que nous aurons à notre disposition. Il faut savoir, par exemple, pour le prêt à taux zéro, qui avait été le mécanisme, suggéré par l'État pour aider, puisque 80 des Mahoraises et des Mahorais ne sont pas assurés, heu et donc devait faire face seul, aux frais de la reconstruction. L'État a proposé un prêt à taux zéro. Il y a eu 172 dossiers à ce jour qui ont été acceptés en un an par les banques, c'est-à-dire que les banques n'ont pas joué le jeu. Et ça, c'est pour accéder simplement à 50 000 €, quel que soit le coût d'ailleurs de la reconstruction, des réparations chez vous, sur présentation de factures, et cetera. Donc, c'est quand même, quelque chose qui interroge, les banques, les assurances non plus n'ont pas joué le jeu. Elles, remboursent très peu le peu d'assurés, mahorais. Souvent, il faut faire appel pour celles et ceux qui ont été remboursés, c'est parce qu'ils ont fait appel à une contre-expertise. Les assureurs veulent quitter le marché, de Mayotte. Donc celles et ceux qui ont été remboursés, ont reçu aussi un petit message pour dire, «On arrête de vous assurer», et ça pose un gros problème aussi pour la reconstruction, par exemple pour la garantie décennale pour les entreprises. Elles ne peuvent pas travailler si elles ne sont pas assurées. Et si vous voulez, de dire, «Voilà, vous reconstruisez, il faut vous assurer, mais les assureurs veulent quitter le marché», qu'est-ce qu'on fait? Et d'ailleurs, bah, c'est parfait parce que là, vous me faites faire le pont sur une autre thématique qui est l'activité économique et agricole. Mmh. Où est-ce qu'on en est du côté de Alors l'activité l'agriculture a agricole bien et redémarré. économique? Ouais. Alors l'agriculture, on a bien redémarré. Les agriculteurs, en tout cas à Mayotte, sont, très organisés, très dynamiques. Je parle de l'agriculture, légale. Il Mhm. y a tout un pan avec l'agriculture illégale qui a profité de la déforestation pour, s'étaler. Mayotte était un écosystème, extrêmement, précieux, un trésor de biodiversité qui était, reconnu par le GIEC comme, fragile et vulnérable au changement climatique, mais surtout vraiment un trésor de biodiversité qui a été totalement, quasiment totalement détruit par le cyclone, parce que c'est aussi 90 du végétal, hein, qui a été, détruit. Quand, vous voyez les images, post-Chido, on a l'impression qu'il y a eu une explosion nucléaire, c'est-à-dire que tout était, soufflé, et le tissu végétal, les arbres, qui étaient encore debout étaient nus, avec seulement le tronc, et donc, tout ce qui est du végétal un petit peu mou, comme les bananiers, les papayers, enfin des arbres qui sont très importants pour notre alimentation, avaient complètement été, rasés. Et sur une île où on importe énormément au niveau alimentaire, le jardin et l'agriculture locale, même familiale, étaient très importantes pour, garantir un certain équilibre, alimentaire. Et donc, les agriculteurs nous avaient dit au lendemain de Chido qu'il faudrait environ entre 12 et 18 mois pour que les agricultures, les plus, immédiates, puissent reprendre et recommencer à donner. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Donc, on a tous chez nous, des bananiers dans le jardin. Voilà, moi, je peux vous dire que mes bananiers ont commencé à donner, seulement il y a quelques semaines. D'accord. Et donc, ça commence un petit peu à reprendre. Il y a eu, alors vous dites les bananes, oui, parce qu'on mange les bananes, fruits et les bananes légumes. C'est très important pour, l'équilibre, alimentaire. Les papayers aussi recommencent à donner. Hem Et comment dire? Le manioc, les ignames, tout ce qui sont des légumes racines qui sont aussi très importants, recommencent aussi, même si ce ne sont pas les tailles habituelles, ça recommence à donner.
On revoit l'île se reverdir puisque la saison des pluies a vraiment bien commencé. Et entre guillemets, heureusement que le cyclone a eu lieu pendant la saison des pluies parce que ça a permis à la terre de tout de suite reprendre. On est sur une île volcanique, donc l'île est particulièrement fertile. On a cette chance aussi. Mais ce qui relève de l'agriculture, avec, des arbres qui sont, beaucoup plus, massifs et qui donc eux ont plus de lenteur à reprendre, les agriculteurs nous avaient dit qu'il faudrait entre 3 et 5 ans. D'accord, ouais. Et sur le tissu, forestier, il faudra entre 10 et 15 ans. Les experts, viennent de se prononcer en disant que c'est en fait beaucoup plus long et ça, c'est si, nos clandestins arrêtent d'incendier, tout ce qui bouge parce qu'on a eu, pendant, ces 3 derniers mois, des campagnes d'incendie volontaires pour déforester et vraiment le peu qui reste du tissu végétal est en train d'être complètement détruit pour, que, les bidonvilles s'agrandissent et les champs illégaux aussi et ça, c'est extrêmement grave parce que si on n'a pas notre poumon vert, si on n'a pas notre forêt primaire qui reprend, on va se retrouver avec une déforestation massive de Mayotte qui est une île où il y a, un relief qui est quand même, assez pentu. Ça veut dire que si vous n'avez pas le terrain végétal, vous avez toute la terre qui va, avec les pluies, se déverser dans le lagon et étouffer le lagon, qui est notre poumon bleu. Et là, si vous voulez, on est dans un risque, environnemental qui est quand même très, très important. Sans tissu végétal, par exemple, on ne peut pas avoir, de pluie. On sent déjà nous, à Mayotte avec, la disparition du tissu végétal, on a pris entre 1 et 2 degrés au ressenti. Ça vous paraît marginal, mais en fait, quand c'est Mais oui. une zone tropicale, c'est extrêmement chaud, on recherche l'ombre, c'est difficilement, vivable et en fait, si vous avez pas de végétation, vous avez moins de pluie et donc moins d'eau pour, consommer pour la population. Donc cette question de la repousse, alors nos agriculteurs ont réussi à avoir beaucoup d'aides et à s'organiser pour avoir aussi beaucoup de solidarité avec leurs syndicats. Donc ils ont eu des matériaux, ils sont dans une dynamique où ils veulent, reconstruire en mettant en place une, agriculture, qui soit, plus modernisée. C'est Est-ce la que logique dont je vous ai parlé, est-ce qu'on a c'est-à-dire qu'on eu veut une aide reconstruire européenne des à ce sujet? L'Europe a-t-elle participé du côté des agriculteurs de oui, Mahorais? oui, oui. Oui. Oui, 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 il y a eu des aides européennes qui sont, un peu plus faciles à décaisser, en tout cas là-dessus. Pas sur tout, mais là-dessus, elles ont été présentes et vous parlez du tissu économique, donc l'agriculture, elle a été, assez, dynamique et comment dire? Très organisée. Par contre, pour le reste du tissu économique, alors le bâtiment, bah, en fait, est dans l'attente des contrats publics pour la reconstruction publique. Mise en difficulté parce que l'État n'a pas remboursé les collectivités, donc les entreprises, elles ont travaillé, elles ont toujours pas été payées. Donc ça les met dans une grande difficulté en trésorerie. Pour ce qui, relève de, l'hôtellerie, bah, eux, ils ont beaucoup souffert, du départ massif, de fonctionnaires, du ralentissement général de l'économie. Quand, vous avez pas de toit, vous devez, vous racheter, tout ce qui est indispensable à la maison, vous allez pas au restaurant. Vous Hmm. voyez, vous consommez moins, vous consommez beaucoup pour, vous racheter ce qui est nécessaire à la maison. Donc je pense que les chiffres de la croissance à Mayotte sont un peu, en trompe-l'œil. On a l'impression que c'est très dynamique, mais parce que toute l'île se Se rééquipe, reconstruire, oui. voilà, se reconstruit, mais c'est, beaucoup, beaucoup de fragilité, au niveau des entreprises, qui, souffrent du fait que l'État n'ait pas décaissé, pour rembourser les collectivités locales et n'ait pas engagé la reconstruction D'accord. publique, que les Et gens ont engagé la reconstruction chez eux. Et du coup, dans le reportage qu'on a vu tout à l'heure, on a vu une mutation un peu de la partie bidonville, qui était beaucoup en tôle auparavant. Et là, on a vu que sur ces bidonvilles, donc ils s'étalent, maintenant on a des constructions en dur, en béton d'ailleurs pour certaines. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose Ça, qui c'est est complètement imaginé à ce niveau-là ou qui est en cours de la part de l'action de l'État sur le sujet? Ou est-ce que vous sentez totalement abandonné et livré à vous-même sur place? non, mais c'est la partie la plus désespérante, en fait. C'est, l'espèce de moi, c'est quelque chose qui me scandalise profondément, ça m'enrage à un degré, j'ai du mal à m'exprimer sur la question parce qu'en fait, être passif à ce degré-là, ça devient de la complicité, quoi. Quand l'État observe les bidonvilles repousser, se consolider, prendre de l'ampleur et ne rien faire, les bras ballants, c'est qu'il il consent.
Donc il consent au vol de terre et à l'occupation illégale de zones qui ne sont pas constructibles, qui ne sont pas destinées à ça, sur des zones qui sont dangereuses. Il valide l'occupation illégale de terrain à Mayotte. C'est pas possible autrement. Vous ne pouvez pas avoir refusé de fermer les frontières, refusé d'annoncer publiquement qu'on ne régularisait plus, qu'on ne délivrait plus de titres de séjour, et puis laisser faire les bidonvilles et après nous dire on est sérieux sur la lutte contre l'immigration clandestine, on est sérieux sur la lutte contre les bidonvilles. C'est pas vrai. Et ça c'est quelque chose. Il y a plusieurs éléments qui interrogent dans la réaction de l'État post-Chido et qui interroge de manière beaucoup plus profonde et durable sur le comportement de l'État dans les outre-mer ou sa fragilité. Dans les outre-mer, c'est l'absence de réponse structurelle sur les bidonvilles, une logique par exemple sur le logement qui est de dire on va prendre des containers, on va les réhabiliter pour faire des logements très très vite, alors que ce que Mayotte demande, c'est des logements solides, en dur, normaux. Personne n'a demandé des containers climatisés. C'est la logique, complètement folle, de dire: «On fait une reconstruction en container». C'est, par exemple, la tour de contrôle, qui a été reconstruite avec un empilement de containers climatisés pour dire: «Voilà, c'est la nouvelle tour de contrôle». Ça ulcère la population. Donc en fait, est-ce qu'on reconstruit une île en container? Moi, je suis absolument contre et c'est pourtant la ligne qui a été, choisie, par le gouvernement envers et contre les élus locaux et la population. On voit pulluler ça, partout. Hem, comment dire? Il y a une logique sur le logement public, heu parce qu'il y a une politique du logement qui peine à démarrer à Mayotte, qui est de dire, «Il faut loger». Nous, évidemment qu'il faut loger, mais il faut loger tout le monde. Il y a, l'accession à la propriété pour, les jeunes Mahoraises et les jeunes Mahorais, les couples ont du mal à s'installer. Il y a le logement pour, les fonctionnaires qui arrivent de l'Hexagone et qui doivent se loger. Ça peut être un logement qui est très structurant pour l'urbanisation, pour reprendre le contrôle d'une urbanisation qui est complètement inexistante, de manière coordonnée et publique à Mayotte. Et là, oui, il y a pas de politique d'urbanisme qui soit cohérente à Mayotte. C'est complètement, chaotique et dangereux. Et en fait, on se dit: «Vous avez, l'île qui est quasiment rasée, vous avez l'opportunité de reprendre la main, vous ne faites rien, vous laissez le chaos, prospérer et dans la politique du logement, vous nous dites: "Il faut du très, très social"». OK, le très, très social, on va être très clair, c'est pour les gens qui sont issus des bidonvilles, qui sont à 6, 7, 8, des familles majoritairement étrangères et qui vont avoir des logements à, 3, 5, 10 € par mois. C'est-à-dire qu'en fait, financièrement, ce n'est pas rentable pour, la commune et on recrée à Mayotte les ghettos qu'on a détruits dans les banlieues dans l'Hexagone. Vous recréez des poches de pauvreté avec des, concentrations, de communautaires malsaines qui ne peuvent pas fonctionner, dont on sait l'échec en termes de, construction, sociale, de construction, urbaine, ça ne fonctionne pas. Pourquoi est-ce qu'en 2025 à Mayotte, la reconstruction prévoit des zones, de reconstruction de logements très, très, très sociales, zéro mixité sociale et comment dire? Dans des bâtiments qui, ne font sont loin de faire l'unanimité. C'est toujours pas du dur. Donc en fait, c'est pas possible. Ça, c'est une reconstruction qui, sur le discours et la pensée, de l'État à Mayotte, il y a pas d'adhésion. On peut pas être d'accord avec ça. On nous l'impose et là-dessus, nous, on considère, en tout cas, pour beaucoup d'élus, qu'on pose les ferments des problèmes de demain. Et Et après, on va nous regarder avec les bras ballants en nous disant, «Ça fonctionne pas». Oui, mais enfin, ça ne peut pas fonctionner. je vais me permettre de reprendre la question de quelqu'un dans le chat et de l'élargir du coup avec la question de cette reconstruction dans les mêmes normes qu'avant et des bidonvilles qui s'étalent. Stéphane qui pose la question. Ce qui m'inquiète, c'est qu'avoir la même végétation va avoir les mêmes conséquences au prochain cyclone. D'ailleurs, le phénomène était exceptionnel, mais le risque augmente avec le réchauffement climatique. Est-ce que vous vous préparez sur place à subir de nouveaux phénomènes climatiques de cette ampleur? Alors, j'ai pas compris le lien avec la végétation, peut-être que tu peux Bah, redire? en fait, la question de la végétation et de la réaction, du coup, aussi de l'agriculture, etc., face aux Ah phénomènes oui. climatiques. Et en fait, la question que j'ai élargie avec les bidonvilles, c'est en reconstruisant un peu ce qui existait avant dans les mêmes normes et en l'élargissant même pas sur la question des bidonvilles, est-ce que
Comment ça va se faire dans la réaction si demain il y avait un nouveau Shido qui arrivait en fait? Est-ce que Mayotte Ouais, est prêt à ça, réagir aujourd'hui? non, non, et c'est ce qui est alarmant. C'est ce qui est alarmant parce qu'en fait, on se dit, on est face à un État qui est complètement amnésique, qui ne veut pas apprendre des tragédies qui viennent de se dérouler, qui sont très fraîches, qui sont documentées, qui sont, comment dire, largement couvertes. Il y a eu, pendant ces 2 jours, la semaine dernière, au conseil départemental, tout un séminaire, avec des experts qui sont venus, du monde entier pour travailler sur ce qu'on peut apprendre de Shido. Effectivement, là, on est je parler très simplement, hein. Là, on est en fait, la semaine dernière, c'était l'anniversaire du cyclone. On est en saison des pluies et cyclonique à Mayotte. Pendant, le week-end, de la visite, officielle, de la ministre de l'outre-mer, il y avait des pluies très intenses et Mayotte était en alerte en vigilance jaune, cyclonique, avec, des vents énormes, des pluies très importantes. Heu, D'abord, ça a réveillé le traumatisme, dans une bonne partie de la population avec, beaucoup d'anxiété. Mais effectivement, vous ne pouvez pas ne pas vous interroger, de dire: «Bon, bah, si ça repasse encore, est-ce qu'on est prêt?» Ben non, on n'est pas prêt. On est même plus fragile qu'avant puisque la reconstruction n'a pas eu lieu. On n'a rien, il y a énormément de débris. Ça veut dire que c'est, encore très, très dangereux pour la population et ça, là-dessus, c'est vrai que c'est quand même, un constat, d'échec et d'impuissance publique qui, là-dessus, doivent, nous interroger. En tout cas, pour moi, c'est, extrêmement dur à admettre. Mais moi, je refuse de me résigner par rapport à ça. Et en soi, ça pousse aussi une question plus large, parce que là, donc, il y a la question budget, mais depuis Mayotte, après Shido et du coup, du moins jusqu'à février, on en entendait énormément parler dans le débat public jusqu'à février. Question de ce fond, comment remettre à l'ordre du jour le sujet de Mayotte qui est tombé aux oubliettes un an après? Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous a oublié un an après? Après l'élan qu'il y a eu au moment du cyclone, comment faire selon vous? Bon, si j'avais la solution, j'aurais déjà sorti. Mais, Des en pistes fait, peut-être? non, non, mais en fait, comment? Des pistes peut-être? Ah, mais je creuse encore, je vous appelle quand ça m'occupe jour et nuit. Mais, non, mais c'est vrai. En fait, je pense qu'il y a plusieurs choses. Moi, je pense que dans l'inconscient collectif et les uns et les autres, monsieur, madame Michu, vous et moi, dans la rue, partout, les gens, en fait, n'ont pas du tout oublié Mayotte. Les gens, les Françaises et les Français qui ont manifesté une solidarité énorme avec Mayotte en donnant plus de 40 millions d'euros à la Fondation de France, de manière spontanée. Si vous voulez, ils ont pas du tout oublié Mayotte. Moi, si je suis dehors, avec mon châle, les gens, m'interpellent, me posent des questions et cetera, sont très, solidaires. Le sujet, c'est qu'effectivement, il y a pas un entrain ou une envie formidable au niveau de l'État de souligner qu'ils ont rien fait. Voyez? Donc politiquement, par contre, c'est un dossier qui est très épineux pour, l'exécutif parce que c'est un dossier qui souligne l'impuissance publique, qui souligne que au delà des grands discours, faire, c'est beaucoup plus compliqué ou en tout cas, heu, ça semble très compliqué puisque visiblement, ça ne bouge pas. Heu, donc en fait, il y a une espèce d'inconfort au niveau de la classe politique, qui s'empare de Mayotte pour des questions politiciennes, que ce soit l'immigration, que ce soit, les questions militaires ou stratégiques pour dire: «On rayonne, on est très important» et puis qui, quand il s'agit de répondre aux droits fondamentaux, d'accès à l'eau, ou, de sécurité, là tout de suite, ça devient un peu gênant, vous voyez? Donc, moi, là-dessus, je suis, un peu plus nuancée. On n'a pas oublié Mayotte. Il y a une volonté de quand même pas trop mettre, les projecteurs sur ce qui se passe parce que c'est un constat d'échec formidable. Vous l'avez vu avec les reportages, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de journalistes aussi qui ont été très gênés de constater qu'ils avaient avalé, le discours public, sur, «On travaille sur Mayotte» et puis quand ils sont déplacés, pour marquer l'anniversaire, ils regardent et ils disent: «Mais c'est pas possible que ça n'ait pas avancé». Voyez? Et ça, c'est quand même, aussi pour, les journalistes un constat, qui est assez désagréable parce qu'ils se disent, «On aurait dû, couvrir davantage, on aurait dû y aller davantage». Sauf que, aller à Mayotte, c'est très cher pour une rédaction. C'est compliqué, parce il y a plus d'hôtels, il y a plus de places disponibles pour les reporters et cetera. C'est logistiquement assez infernal. Donc, comment dire?
Moi, pour moi, c'est vrai, mais je réponds implicitement à votre question quand je fais, 1 heure avec vous sur Twitch. C'est-à-dire que parler le plus possible de ce qui se passe à Mayotte, maintient, l'attention. Au niveau politique, il y a quand même parce que les Françaises et les Français se sont beaucoup mobilisés pour Mayotte, ça met la pression sur la classe politique. La classe politique qui pensait que le sujet de Mayotte était marginal, elle a été très surprise dans son ensemble par l'immense solidarité, par le fait que, contrairement à certains, nos compatriotes ne doutent pas du fait que nous soyons français. Contrairement à certains, nos compatriotes, estiment que nous avons le droit, comme les autres, à avoir, le secours et la solidarité et les droits et les revendications, des autres Français. Et donc, ça a mis fin à une espèce d'ambiguïté au niveau de la classe politique qui, trouvait toujours que si on peut mettre les sujets de Mayotte sous le tapis, et d'ailleurs, on n'a jamais autant parlé de Mayotte que, ces dernières années. Un, parce que la situation est critique sur notre département, mais aussi parce que on se rend compte que ça résonne beaucoup, dans l'Hexagone. Ça soulève des questions qui ne sont pas du tout cantonnées à Mayotte. La question de l'égalité, compte tenu que notre République estime que nous sommes tous égaux, si on n'est pas des citoyens, français comme les autres à Mayotte, on ne l'est pas nulle part. De la même manière, si la République n'arrive pas à respecter ses engagements et ses promesses, à Mayotte, elle ne le respectera nulle part. C'est ça aussi qui est très frappant dans, l'écho qu'il y a, par rapport à ce qui se passe dans notre territoire. C'est le fait que, beaucoup d'hexagonaux s'identifient à ce qui se passe chez nous, que ce soit sur les questions de sécurité, que ce soit sur, je pense aussi, la place et la puissance de notre pays, de se dire: «Comment est-il possible que notre État, qui est si puissant, qui se dit si puissant, soit incapacité dans un aussi petit territoire?» Qu'est-ce qu'on se raconte comme histoire pour ne pas arriver à faire? C'est-à-dire qu'il y a aussi l'illustration du fossé entre le discours public et la réalité qui là, en fait, fait écho aussi à ce que vivent beaucoup de Français qui se disent: «Mais moi, je regarde la télé, on me dit que» j'entends une personnel public qui dit: «On fait tac, tac, tac» et puis moi, je ne vois pas cette réalité sur Mhm. le terrain. Et ça fait, ça parle à beaucoup de nos compatriotes et donc je pense que là-dessus, hem, heu c'est pour nous, pour Mayotte, un moteur énorme parce qu'on se rend bien compte, il y a aussi beaucoup plus de Mahorais qui sont, dans l'Hexagone et à La Réunion, qui sont très motivés et qui, sont, très engagés localement pour, parler du territoire, faire connaître Mayotte et donc moi je reste quand même, assez, optimiste. Je maquille pas du tout la réalité, c'est-à-dire qu'on n'est pas bien, hein, à Mayotte, la population est extrêmement fatiguée. C'est dur de voir, l'île s'enfoncer parce que c'est pire qu'avant Chido. Vous imaginez que plus d'un an d'inertie, on le paye cher, hein et puis psychologiquement, c'est extrêmement fatigant. Mais pour autant, je pense que la prise de conscience dans l'Hexagone de l'existence de Mayotte et puis de son importance, et de la situation des compatriotes, mahoraises et mahorais fait que, pour moi, on a quand même, tout entre nos mains pour arriver à sortir le territoire, du bourbier dans lequel on est. Mais écoutez, c'est parfait, ça finit sur une note d'optimisme et Toujours, d'espoir. on essaye, on essaye. Merci infiniment de votre temps, Madame la Merci à députée. vous. Merci encore pour la mise en contact avec différents acteurs à l'occasion de Streamer pour Mayotte l'an dernier, pour laquelle on avait, je rappelle, récolté des dons pour Médecins du Monde. Euh, Merci à vous vraiment pour votre mobilisation, le fait de remettre, le coup de projecteur sur Mayotte, d'avoir votre communauté qui s'intéresse, c'est chouette. on trouvait important de revenir un an après pour faire le bilan de tout ça, justement, et c'était important pour nous. Donc, merci de nous avoir permis d'en reparler aujourd'hui. Bonne journée, bonne fête de fin d'année Oui, et, bonne fête de euh, fin d'année à vous. bon courage pour votre action sur l'île. Merci à vous. À À bientôt. bientôt, au revoir. Au revoir.